on parle d'un homme qui a des rêves, des ambitions, des prétentions, qui voyait l'avenir. Je souhaite mettre en lumière au cours de l'histoire son parcours, ce qu'il a réussi à conquérir, son souhait de développer toujours plus ses réussites, ce qu'il a apporté à la France et notamment le patrimoine qu'il nous a transmis, encore en vigueur aujourd'hui. Les rêves qu'il a entrepris ainsi que ses succès sont bluffants. Je suis choquée par ce parcours incroyable. De qui parle-t-on ? François Ier. François Ier est également surnommé le roi chevalier. Pourquoi ce nom ? Puisqu'il a participé à de nombreuses guerres et, en parallèle, a su développer durant cette période l'art et les lettres. C'est pour ça que c'est un symbole fort pour la Renaissance. Nous allons découvrir cela ensemble. Alors, François Ier, il est né en 1494 à Cognac, dans le sud-ouest proche de Angoulême. Par la suite, en 1515, il a été couronné roi au sein de la ville de Reims. C'est assez surprenant quand on retrace son histoire puisqu'il ne provient pas lui-même d'un père roi. Comment a donc pu réussir à être couronné ? Seule sa mère, Louise de Savoie, avait une filiale royale, son père étant décédé. Si on repart un petit peu dans l'histoire, en arrière, on se rend compte que le roi Louis XII n'avait pas d'héritier garçon, il a seulement eu des filles. Une de ses filles a donc été mariée avec François Ier et se sont unies, ce qui a permis à François Ier d'être couronné roi. Sa première décision en qualité de roi a été de donner le titre de régente du royaume à sa mère. De ce fait, il a participé personnellement aux différentes guerres, dont une guerre connue, qui était celle de la bataille de Marignan et qui est située tout à côté de Milan. Donc c'était juste à côté, territoire italien. Alors pourquoi François Ier a-t-il décidé d'entreprendre cette guerre et cette volonté de gagner ce territoire ? En fait, il était attiré par l'art, par les érudits, par cette modernité liée notamment à l'effervescence de la Renaissance. Il a donc décidé de conquérir ce territoire très beau et très riche, qui était Milan. Milan a tenté de se défendre. La Suisse était également présente, mais François Ier a réussi la guerre et Milan est devenu un territoire français, lié donc au royaume de François Ier. Mais ce dernier en voulait toujours plus de territoire. Il a donc décidé de faire appel à des personnes ayant des connaissances. Il a donc décidé de faire appel à des personnes ayant des connaissances en Italie pour les faire venir en France, notamment avec l'exemple très connu de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est donc arrivé en France et a peint le tableau. Aussi, grâce à cette action, le tableau de la Joconde est à présent connu mondialement, exposé au sein du musée du Louvre à Paris. Le résultat est exceptionnel puisque par ce choix, cela mène actuellement des milliers de touristes afin de voir par eux-mêmes ce tableau. Cela amène énormément de touristes émanant de tous les pays. Paris est devenue la ville la plus visitée du monde, ayant pour objectif de prendre en photo la Joconde. Pour rappel, cela est lié à la première décision de François Ier d'avoir fait venir Léonard de Vinci. Ce dernier a eu plusieurs missions, dont une mission importante en lien avec le château d'Amboise. Il a donc eu pour mission de réfléchir au plan architectural de ce château, entouré de fortifications. En parallèle, il y a eu la création du château de Chambord, qui est le château le plus visité en France. Il y a également le château de Blois, construit directement au sein de la ville de Blois, qui n'est donc pas le même château que celui d'Amboise, mais qui se signe de la même manière, qui peut effectivement créer une confusion. Les deux signes sont proches, en effet. Il y a donc le château d'Amboise et le château de Blois dans la ville de Blois.
Enfin, le 4e château, élaboré également par Léonard de Vinci, est le château de Fontainebleau. Il a donc élaboré 4 châteaux ainsi que le Collège de France, qui est au même niveau de connaissance de l'université, avec la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances, puisque François Ier aimait les personnes ouvertes d'esprit, savantes, avec des connaissances. C'est une période pleine de découvertes, une période apaisée avec l'acceptation des différences, notamment entre catholiques et protestants. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la centralisation est en marche afin que le territoire s'harmonise et qu'il n'y ait plus de territoire distinct. Le mouvement de centralisation monarchique à Paris est donc présent, et ce, jusqu'à présent. Le pays est en effet géré depuis la capitale qui est Paris. Et donc, petit à petit, la centralisation sera d'autant plus forte avec les années, jusqu'à décider que Paris est le centre. Si on revient sur une période clé qui est 1517, il y a donc la création de la ville du Havre. J'ai déjà, en amont, expliqué le fait de trouver une ville adaptée en termes d'espace portuaire a été mise en lumière afin de trouver le meilleur endroit possible. Il y a donc 2 villes, Honfleur et Harfleur. Cette dernière n'était pas adaptée car trop marécageuse, mais juste à côté, François Ier a repéré un petit quartier avec quelques maisons de pêcheurs, anciennement surnommé Grasse, connu sous le nom actuel du quartier de Graville. Tout proche également le territoire d'Ingouville avec son église, ainsi que l'actuelle ville de Montivilliers. À cette époque, Harfleur était un territoire conséquent et était organisé comme une ville à part entière. Le Havre a été choisi notamment pour son grand avantage de ne pas avoir de contraintes à propos des marées. En effet, en général, le passage des bateaux peut être contraignant du fait de la marée haute et basse. Ici, l'eau est quasiment toujours constante, ce qui permettait aux bateaux de passer aisément sans se soucier d'une baisse de la hauteur de la mer, et ce, de manière non conséquente. La hauteur était constante et permettait donc aux bateaux de passer quotidiennement sans devoir vérifier les horaires des marées. Ce qui a décidé les 2 créateurs de la ville du Havre, non donc en sous-titrage, de choisir ce point d'ancrage. Ils ont donc commencé à quadriller la ville le 7 février 1517. Ce que l'on pourrait nommer le quadrillage de la ville, ce sont les prémices de la ville du Havre. En parallèle, la guerre entre les Anglais et les Écossais était présente avec une flotte navale importante, l'objectif étant de conquérir toujours plus de territoire. La France était en lien avec l'Écosse et en soutien mutuel. Une fois la guerre terminée avec les Anglais, un autre adversaire redoutable, et ce très célèbre, qui est Charles Quint. Il possédait des territoires très étendus. C'est pourquoi Charles Quint et François Ier étaient des rivaux, avec une once de jalousie entre l'un et l'autre, afin de posséder des terres, toujours plus de terres. C'était une période très concurrentielle pour gagner le plus de territoire. Le territoire de Charles Quint allait de l'Espagne jusqu'en Allemagne, d'où l'envie de François Ier de conquérir davantage. En 1525, dans la ville de Pavie, située en Italie, P-A-V-I-E, la guerre fait rage contre Charles Quint. Finalement, François Ier subit une défaite et est emprisonné. Il a donc perdu. Sa mère, à ce moment-là, régente, entame les négociations pour le faire sortir de prison. Elle réussit à le faire, mais 2 sacrifices seront nécessaires, et pas des moindres. La première, le territoire de Milan a dû être cédé à Charles Quint. La deuxième concerne la région de Bourgogne, région vaste et riche à cette époque, avec beaucoup de valeurs.
Le territoire a donc été perdu et remis. Cependant, François Ier n'abandonnera pas. En 1526, il reprend les hostilités et donc la guerre. Mais en 1529, un traité de paix est signé, nommé le Paix des Dames, afin de cesser totalement la guerre entre les deux pays. François Ier est de plus en plus en difficulté quant au fait de gouverner le pays. Cela s'explique par son ambition de révolution culturelle liée notamment à l'art, au savoir. Les dépenses sont par conséquent très nombreuses, en bâtissant de nombreux châteaux, et le pays est de plus en plus en déficit avec en parallèle des taxes toujours plus nombreuses. La population est étouffée au niveau financier. Dans un même temps, les conflits entre religions commencent à croître entre chrétiens et protestants. Le royaume de François Ier vacille jusqu'à la date de 1547, où François Ier décédera. Le royaume de Charles Quint est également de plus en plus déstabilisé, avec des difficultés pour gouverner ce royaume qui est d'une grande ampleur et des prétentions territoriales toujours plus importantes. François Ier nous a donc, à sa mort, légué un patrimoine culturel, artistique, littéraire, sculptural, notamment avec la Joconde, ainsi que le château de Chambord, amenant énormément de touristes, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, la création du Havre, qui au fur et à mesure du temps a grandi et s'est étendu avec l'actuel grand port maritime. Pour la parenthèse, le Havre étant le premier port de France et n'est aucunement Marseille. Je vous explique. Pour Marseille, ce n'est pas le premier port français, puisqu'il y a le port de Marseille et un peu plus dans le nord, la ville de Fos-sur-Mer, qui est considérée comme de manière globale le port de Marseille. Or, cette ville est située à environ 50 km, ce qui est donc pas loyal par rapport à la situation du port du Havre. Au Havre, il y a à présent Rouen et Paris, mais le port en lui-même est bien situé dans la ville du Havre et non pas dans une autre ville comme peut l'être Marseille. Voici les explications du parcours brillant de François Ier. Mais il a été avide de territoire, sans doute trop avide. Il avait des rêves, il a voulu briller tout en haut du soleil, mais s'est malheureusement brûlé les ailes, en espérant toujours plus malgré ses réussites notables.